Bienvenue au 13h. En ouverture, ce communiqué du Conseil national de la communication qui observe, suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, qu'un certain nombre de médias étrangers traitent de manière biaisée et inappropriée les informations relatives à cette importante échéance politique. Il s'agit notamment des médias France 24, LCI et Radio France Internationale dans leurs programmes respectifs du 28 octobre 2025. À l'analyse de ces programmes révèle une investigation insuffisante, un déséquilibre manifeste, l'absence d'une approche contradictoire entre les partis évoqués et des intrusions inacceptables dans la vie privée des autorités publiques. Une telle démarche, contraire aux règles de l'éthique et de la déontologie journalistique, porte atteinte à la crédibilité des institutions et menace le climat de paix et de stabilité chèrement préservé par la nation camerounaise. À cet égard, le CNC réaffirme son attachement indéfectible à la promotion de la liberté de la presse, laquelle ne saurait s'exercer sans son corollaire indispensable, la responsabilité dans le respect des lois, des institutions et des valeurs républicaines. En conséquence, le Conseil national de la communication rappelle à l'ensemble des professionnels des médias, et spécifiquement aux médias surnommés, que le Cameroun est un État de droit dans lequel le processus électoral est encadré par une législation à caractère général et impersonnel. Que fort de cette législation, le Conseil constitutionnel est la seule instance compétente pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, après avoir pris en compte les protestations légalement formulées. Que les décisions de cette instance souveraine ne sont guère susceptibles de contestation. Que les journalistes doivent s'abstenir de tout traitement partial et donc non professionnel des informations à caractère sensible, notamment en période électorale, au risque de fragiliser la cohésion sociale. Que les exigences d'investigation, d'équilibre et de responsabilité doivent sous-tendre tout traitement de l'information à destination de l'opinion publique nationale ou internationale. Le Conseil national de la communication réitère sa pleine vigilance face à toute dérive médiatique susceptible de porter atteinte à la sérénité du débat public ou à la paix sociale et se réserve le droit de prendre en toute indépendance les mesures appropriées prévues par la réglementation en vigueur. C'est un communiqué signé du président du CNC, Joseph Thiebonkeng Kalaboups. Voici certains reportages et déclarations que dénonce Yaoundé. La revue de presse africaine tout de suite. C'est avec vous Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, Frédéric, le verrouillage électoral au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et de 4 pour l'un et de 8 pour l'autre. 4e mandat pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et 8e pour Paul Biya au Cameroun. L'un à 83 ans, l'autre 92. Et dans les deux cas, le scrutin présidentiel était quasiment joué d'avance. On commence par la Côte d'Ivoire. En effet, relève le monde d'Afrique. Jamais Alassane Ouattara n'aura traversé une élection avec aussi peu d'obstacles. Jamais il n'a soulevé aussi peu d'enthousiasme. Durant la journée de vote, les bureaux étaient vides dans de nombreuses localités, tant le match semblait plié d'avance. Le taux de participation atteint à peine les 50%, un chiffre qui, selon l'opposition, interroge sur la légitimité du président. Car une fois encore, souligne Le Monde Afrique, seuls des petits candidats sans réel poids politique faisaient face à la puissante et riche machine du parti au pouvoir, le RHDP. Aucun de ses principaux adversaires n'avait été autorisé en effet à se présenter au scrutin présidentiel. Au Cameroun, Paul Biya n'a été élu qu'avec un peu plus de 53% des suffrages. Son principal rival, Issa Chiroma Bakary, candidat du Front du Changement démocratique, conteste fermement ces résultats officiels, relève Afrique.com. Selon lui, son équipe aurait compilé des procès-verbaux démontrant une victoire nette de l'opposition avec près de 55% des voix. Il dénonce un système électoral entièrement verrouillé par le régime, évoquant des bourrages d'urnes, des intimidations d'électeurs et des coupures d'Internet dans certaines zones rurales. Commentaire de Le Djeli en Guinée. Ces deux scrutins rappelle que la démocratie, lorsqu'elle se réduit à une simple mécanique électorale, perd tout son sens. Oui, ni la liberté de choix, ni l'alternance, ni la redevabilité ne sont garanties. L'Afrique continue de donner l'image d'un continent où l'élection sert davantage à perpétuer le pouvoir qu'à le légitimer. Cameroun et Côte d'Ivoire offrent ainsi l'illustration parfaite de cette illusion démocratique, pointe encore le site d'information guinéen. Des urnes bien surveillées, des chiffres bien alignés et un peuple tenu à distance du vrai pouvoir. En somme,
2 États qui, sous couvert de démocratie, perpétuent un système verrouillé, celui d'une légitimité électorale sans véritable consentement populaire. Pour aujourd'hui au Burkina Faso, ces 2 scrutins représentent les derniers spasmes d'un système révolu. En Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, se joue en vérité la gestation forcée d'un changement générationnel. Le quinquennat de Ouattara et le septennat de Biya sont la der des der, pour ne pas dire les mandats de trop. Ouakhatsera, toujours au Burkina, s'interroge. Que feront Alassane Ouattara et Paul Biya de leur victoire, alors que les attentes de justice sociale ne font qu'enfler, tant en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun? Il n'y a visiblement qu'un seul choix pour les deux, écouter leur peuple respectif. Le site Tunisie numérique ne mâche pas ses mots. Au Cameroun, un régime sclérosé et inefficient face à des populations qui brûlent de tourner la page pour se forger un autre destin. Biya repart, alors que tout le monde le sait malade, même si le bâton de la loi interdit de l'évoquer publiquement. En Côte d'Ivoire, on n'est pas loin du même désenchantement démocratique, poursuit le site tunisien. Le mandat de trop, c'est un funeste piège que les dirigeants africains, même les plus brillants, évitent rarement, hélas, alors que la jeunesse, comme partout dans le monde, aspire à une autre chose. C'est un mal endémique en Afrique, soupire encore Tunisie numérique. Entre les présidents Savi et les coups de force militaires, le continent et sa jeunesse tentent de cheminer. Ne cherchez pas les raisons profondes de notre sous-développement chronique, conclut le site tunisien. Elles sont là, sous nos yeux. Enfin, Jeune Afrique constate justement que la jeunesse africaine, la génération Z, pourrait bien révolutionner la politique. Antananarive, Rabat, Dakar, Nairobi, Lagos, Kampala, la génération des 15-25 ans descend dans les rues et bouleverse les codes, s'exclame le site panafricain. Ultra connectée, désabusée, sans peur et particulièrement impatiente. Cette jeunesse, qui représente 60% de la population du continent, cette jeunesse refuse ces conditions de vie, rejette l'ensemble des partis et exige des comptes. Cette génération ira-t-elle plus loin que celles qui l'ont précédée? Frédéric Couteau, dans une demi-heure, vous revenez pour la revue de presse internationale. À 92 ans, Paul Biya a donc été annoncé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Il obtient 53,66% des suffrages selon les chiffres officiels. Arrivé en 3e position avec 3,41% des voix, Cabral Libi a déjà dit prendre acte de ces résultats et il a félicité Paul Biya. Le candidat arrivé 2e en revanche avec officiellement 35,19%. Issa Chiroma Bakary continue, lui, de revendiquer la victoire et dénonce une mascarade. Des manifestations de colère ont ainsi éclaté dans plusieurs villes, à Garoua notamment, où se trouve justement Issa Chiroma Bakary. L'opposant affirme que 2 militants sont morts dans la répression de la mobilisation autour de son domicile. Violence également constatée dans la capitale économique Douala. Sur place, reportage de Richard Onanena. Barricades, flammes, fumée, bruit de sirène, tirs de sommation. La ville de Douala est paralysée. Dans des petites zones du quartier Niala, des manifestants comme Polo, qui refusent d'être filmés, filtrent les entrées et les sorties. Jacob Fossi, photographe. Les gars sont très hostiles. En fait, il se peut que beaucoup d'interpellations d'hier se sont faites par le renseignement. Donc, tu vois, les gars faisaient des images et c'est à partir de ces images que les gars ont cafouillé les petits. C'est très compliqué. Les commerces sont restés fermés toute la journée à Douala. Au quartier Akwa, une boulangerie vend du pain dans l'arrière-boutique. C'est le seul aliment que peut s'offrir Emelda, dont l'époux est interné à l'hôpital Lakintidi, à 2 pas d'ici. Depuis ce matin, on ne mange que du pain. Ma sœur n'a pas pu venir jusqu'ici nous donner de la nourriture. Mon mari est fatigué de n'avoir que du pain. Mais là, tu gardes quelqu'un ici? Je suis à l'hôpital avec mon mari, mais je n'arrive pas à trouver de la nourriture. Un autre cap a été franchi hier lundi. Plusieurs bâtiments ont été incendiés dans la ville, des stations-service saccagées et plusieurs commerces pillés. Tout a dégénéré après la proclamation des résultats qui donne Paul Biya vainqueur. Richard Onanena, Douala, RFI. Il n'y a pas eu élection, c'était plutôt une mascarade. Ces mots sont ceux d'Issa Chiroma Bakary. L'opposant camerounais l'assure, il a remporté la présidentielle. Selon les chiffres officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, c'était hier. Il arrive 2e avec 35,19% des voix. 2e derrière les 53,66% de Paul Biya. Réélu donc pour un 8e mandat consécutif. Paul Biya, 92 ans, dont 43 passés au pouvoir. Il est aujourd'hui le plus vieux chef d'État en exercice au monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Djemal Taleb. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif d'avocats d'Issa Chiroma Bakary. Vous le maintenez aujourd'hui sur le plateau de France 24. Issa Chiroma Bakary a remporté la présidentielle.
il n'y a pas l'ombre d'un petit doute pour ce qui nous concerne. Issa Chiroma Bakary a fait un travail qui a rarement été fait jusqu'ici par un opposant ou un candidat à une élection présidentielle. Ne disposant pas de la machine de l'ELECAM, ni du Conseil constitutionnel, ni de l'appareil de l'État, il s'est donné une mission beaucoup plus simple. Enfin, compliquée, difficile, mais simple en même temps, en tout cas lisible par les gens. Le candidat Chiroma a choisi sur tout le territoire national 18 départements. Et sur les 18 départements, il en a pris ceux qui sont les plus sensibles, qui représentent environ 80% de l'électorat du Cameroun. Il y a positionné ses représentants, il a fait des bureaux tests, et à la fin, il est sorti avec tous les PV qui ont été, pour le coup, reconnus un peu par tout le monde. Et sur ces PV, il arrive à un chiffre qui représente 83% de l'électorat, duquel lui-même a remporté environ entre 55 et 56% de l'électorat. C'est important, donc, les chiffres, entre 55 et 56%, selon vous, de 83% de l'électorat. Évidemment. Et donc, si vous déduisez les 18% de ce qui reste, il tomberait très probablement autour de 53-54%. Et donc, il a mis évidemment les PV à la disposition de tout le monde, de tous ceux que cela intéresse. Il les a mis sur son site internet. Et il n'y a pas jusqu'ici le commencement d'une contestation quelconque sur ces chiffres-là tels qu'il les a donnés. Après, on peut ergoter comme on veut. Le problème, c'est que les chiffres sont têtus, les PV le sont tout autant, et Issa Chiroma Bakary, qui est pour le coup quelqu'un qui a l'expérience de l'État, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et quelqu'un de sérieux et qui sait à peu près comment se comporter. Et donc, vous dites que votre candidat est sérieux. Est-ce que ça veut dire que la Cour constitutionnelle, selon vous, le Conseil constitutionnel ne l'est pas, vu qu'il a publié des chiffres bien différents? Je n'aime pas tellement les anathèmes sur les institutions que je respecte en général. Mais si le Conseil constitutionnel est sérieux et il est comme avec lui, rien ne les empêche de nous donner un audit général des fichiers dont ils disposent, des résultats dont ils disposent. Vous l'avez demandé? Mais évidemment, et que nous ne l'avons pas demandé. Mais enfin, tout le monde l'a demandé, la société civile l'a demandé. Nous ne l'avons pas demandé, nous n'avons pas fait même un recours contre le Conseil constitutionnel. Pour une raison toute simple, c'est que nous considérons que ce sont déjà des institutions, malheureusement pour les institutions, mises à la disposition d'un pouvoir politique, d'un régime politique. Et donc, il ne sert à rien de faire des situations qui n'ont pas d'importance. Mais à la limite, on n'a pas besoin de leur demander cela. Quelques observateurs l'ont fait, la société civile l'a fait. On les défie de nous sortir le début du commencement d'une preuve qui soit en opposition ou en contradiction par rapport aux résultats que nous avons, que Issa Bakary Chiroma a sorti. Selon vous, ce n'est pas votre rôle de demander des preuves de la victoire de Paul Biya? Non, c'est notre rôle évidemment de le demander. Nous le demandons naturellement. Ce n'est pas notre rôle. Enfin, c'est notre rôle. Tout est notre rôle de toute façon d'abord parce que nous avons un président élu et tout le concerne. Mais nous sommes dans une élection qui est une farce. Nous avons des résultats qui sont une mascarade incroyable, comme le président Chiroma l'a dit. Mais ce que nous demandons est plus simple, c'est que si les CAM et le Conseil constitutionnel sont convaincus du fondé de ce qu'ils ont présenté, ils n'ont qu'à demander à des institutions indépendantes, comme nous sommes prêts à le faire pour les 18 départements dont nous disposons, de vérifier, de faire un audit sur tout ce qu'il y a pour que nous vérifions qui véritablement a gagné l'élection. Ce n'est quand même pas très compliqué, et notre tâche n'est pas très compliquée de ce point de vue-là. Quelle est la suite désormais pour votre camp des manifestations, de la désobéissance civile? Alors, la suite est malheureusement malheureuse pour le peuple camerounais. Un petit point, si vous le permettez. D'abord, nous avons une petite contradiction quand même, qui porte sur à peu près 100 000 voix entre le Conseil constitutionnel et les CAM. Ce qui tout de même dénote un peu du manque de sérieux des deux institutions, en tout cas dans ce qu'elles font jusqu'ici. La deuxième chose, c'est que ce qui est malheureux, c'est d'abord le Cameroun lui-même. Vous avez un président qui est l'ombre de lui-même, un régime politique qui est agonisant, qui est en fin de parcours. Nous avons un pays, une population qui est massacrée tous les jours. Et vous avez des réjouissances à peu près malsaines de la part de la première dame, de la fille du président. Et on se réjouit sur un fond de guerre ethnique absolument malsain, d'une situation dans laquelle 64% des Camerounais ont été massacrés. Ils ont été massacrés à Douala, à Bafan, à Ngong, à Bertoua, à Maroua, un peu partout. Les mots ont leur importance. Vous accusez aujourd'hui le pouvoir d'avoir massacré la population? Nous sommes aujourd'hui, mais je vous ai dit, nous sommes à peu près, selon les chiffres qui me remontent, à environ 64 Camerounais qui ont déjà été tués dans cette situation. Si on se réjouit d'une élection dans laquelle on massacre sa population, si on se réjouit d'une situation dans laquelle il y a des snipers qui sont mis un peu partout et qui massacrent, qui canardent la population de son pays, c'est triste pour le Cameroun, c'est triste pour le continent africain, je veux dire, c'est triste pour l'humanité en général. Issa Chiroma Bakary a parlé en effet hier de 10 snipers qui étaient positionnés sur les toits autour de son domicile. Cela se passe à Garoua, dans le nord du Cameroun. Il parle également de 2 morts.
vous avez déjà dit lors d'une précédente interview que vous n'hésiteriez pas à traîner les autorités camerounaises devant la CPI en cas de répression. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Mais c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire. Nos confrères du Cameroun, mais nous aussi à Paris, nous sommes livrés à malheureusement un calcul dont nous serions bien passés. Mais nous n'allons pas laisser le sang des Camerounais couler en toute impunité. Ceux qui commettent des crimes, nous les avons déjà vus, recensés, calculés, les militaires, ceux qui donnent des ordres, les policiers, les snipers, mais aussi la petite milice privée d'IRDPC. Nous n'allons rien laisser passer, nous allons suivre la situation au jour le jour, nous allons comptabiliser les morts, nous allons suivre et filmer, parce que tout est filmé, tout est regardé, la situation telle qu'elle est, et nous allons, le moment venu, constituer un dossier et le déposer contre tous ceux qui commettent des exactions contre le peuple camerounais. L'impunité, de notre côté, c'est terminé. C'est le message que vous voulez adresser aujourd'hui au président Paul Biya ? Mais ce n'est pas un message que nous adressons à qui que ce soit, c'est une situation que nous vivons et que nos frères camerounais, que nos confrères camerounais vivent, que l'état-major du président Turoma vit. Cette situation est absolument grave, dangereuse. Les milices qui se baladent la nuit, qui tuent les Camerounais, qui les kidnappent, ça ne peut pas rester impuni. Et c'est une situation que nous allons suivre. Vous savez, vous pouvez avoir l'appareil de l'État, vous pouvez avoir les snipers, l'armée qui vous obéit à un moment. Mais à un moment, il faut que tous ceux qui commettent tous ces crimes comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement globalisé et dans lequel on ne peut pas tuer une population qui a juste demandé que les institutions veuillent dire quelque chose, que les élections donnent une majorité et que le président élu, qui n'est tout de même, ni un révolutionnaire, ni un homme dangereux, c'est un homme d'Israël qui connaît l'exercice du pouvoir et qui a été ministre pendant plus d'une vingtaine d'années avec le président Biya. Il a été élu, les Camerounais ont vu en lui probablement l'alternative à leur calvaire, à leur malheur. Comprenez bien, un pays dirigé par la même personne qui aujourd'hui a 93 ans et qui le dirige depuis 43 ans. Comprenez bien que les Camerounais qui ne sont ni des imbéciles ni des malades mentaux comprennent très bien qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils cherchent autre chose et qu'ils ont besoin que la situation qui est la leur évolue vers à peu près ce que l'humanité a envie de bien, c'est-à-dire un pays bien gouverné par des gens qui sont capables de le faire. Il y a deux déclarations importantes aujourd'hui. L'UE déplore la répression violente des manifestations. L'ONU appelle à la retenue après des violences. L'ONU qui demande également des enquêtes. Vous demandez à la communauté internationale de suivre de près cette situation post-électorale au Cameroun. Alors je vais vous dire, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays central dans la zone d'Afrique centrale, et donc on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe. La situation de l'Ouest est déjà inquiétante. Si vous y ajoutez la situation du Nord et une crise post-électorale qui peut ramener un chaos général, personne ne peut rester indifférent. Et donc, bien entendu, nous avons suivi ce que l'Union européenne a dit, nous avons suivi ce que le gouvernement français, d'ailleurs, par la voix d'Éléonore Carrois ce matin. Tout ça est très bien, mais un peu plus loin, c'est-à-dire ce qui est valable pour d'autres zones doit être valable pour le Cameroun. Vous pensez à qui ? Mais je pense, par exemple, à l'Ukraine, je pense à beaucoup d'autres pays dans lesquels... Mais je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Madagascar. Si un homme ou un groupe, certains disent clan, je n'aime pas beaucoup ces mots, mais si un groupe de personnes décide de massacrer une population, les partenaires historiques de ce pays, qui est un pays important, dont la stabilité d'une bonne partie de la région en dépend, ne peuvent naturellement pas regarder ça avec autant, pas envie de dire, d'indifférence. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'indifférence parce qu'honnêtement, le communiqué de l'Union européenne est très bien. Il est encore un peu timide, allons un peu plus loin. La position du gouvernement français est bien, elle est encore timide, allons un peu plus loin. Mais nous appelons aussi les États-Unis d'Amérique, mais aussi tous les partenaires, et à commencer par les pays de la région, c'est-à-dire les partenaires de la zone CEMAC, mais aussi un peu l'Union africaine. Ne laissez pas mourir, massacrer une population qui ne demande rien de plus que la liberté. Ça n'est pas possible. Merci, Maître Djemal Taleb, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci à vous de m'avoir invité.